Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. And the start. Oh, contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight. Salut tout le monde, super heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, on se retrouve pour un numéro symbolique pour le podcast, c'est le numéro 200. Et c'est sans compter forcément de nombreux épisodes aussi hors série, donc 200 épisodes de la série régulière. Nous sommes du coup un podcast fondé par Murdoch et Stéphane, qui a été lancé en 2017. Donc ça fait 9 saisons de sport moto qui ont été couvertes avec cette saison 2025. Et on a eu de nombreux intervenants qui ont pris le micro pour le plus grand plaisir de vos oreilles. Donc en plus des deux fondateurs cités, on a salué parmi les réguliers Olivier, Ophélie, Stéphane, Paul, Auton et Gweno qui nous ont rejoints plus récemment. Sans oublier vous, Thibaut et François qui m'accompagnaient ce soir. Comment ça va vous ? Eh ben écoute, salut Pierre, ça va très bien et honoré d'être présent pour ce numéro 200. Salut les gars, ouais, moi ça va aussi, hein. Top. Au top. On va plonger ensemble dans le 15e Grand Prix de cette saison pour le Grand Prix de Catalogne sur le traditionnel circuit de Catalunya-Barcelona. Quelques news avant de commencer du coup l'épisode et les courses. Donc on a eu en Moto 2 le leader actuel du championnat, Manuel Gonzalez, qui a annoncé prolonger en 2026 avec son team Intact GP. Prolongation logique. Oui, normal. On savait qu'il n'allait pas pouvoir passer en MotoGP, donc logique de le voir prolonger. Ouais, faut que ça continue. On est d'accord. On passe sur les news MotoGP. Donc on a eu pas mal de prolongations et quasiment toutes les signatures de la grille pour 2026 sont désormais annoncées. Donc on a Morbidelli qui prolonge chez VR46 pour 1 an supplémentaire. La grande nouvelle attendue, c'était Zarco qui prolonge lui de 2 ans chez Honda LCR et qui honore donc le premier contrat qui va au-delà de 2026 pour la grille actuelle MotoGP. Dans le même temps, Luca Marini lui prolonge 1 an au HRC et Jack Miller prolonge également 1 an chez Pramac Yamaha. Et comme attendu avec l'arrivée annoncée de Toprak Razgatlioglu, c'est donc Miguel Oliveira qui se retrouve perdant aux chaises musicales et qui va se retrouver à pied pour le moment pour 2026. Et la seule place non confirmée pour 2026, c'est celle de Chantra actuellement chez LCR. On entend la rumeur Morera ou éventuellement du coup Miguel Oliveira, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces prolongations et de la sortie d'Oliveira du paddock, François ? C'est triste pour Oliveira. Après, il a toujours joué de malchance. Je pense qu'il a pas pu montrer son plein potentiel, donc c'est triste pour lui. Mais bon, à un moment donné, il fallait que ça se resserre sur quelqu'un. Jack Miller, au vu de ce qu'il a fait cette année, je trouve ça pas trop mal. Je trouve même ça bien, en fait, finalement. Je reviens sur ce que je disais avant. Je pense qu'il peut apporter en termes de développement. Il a déclaré publiquement qu'il croyait très fort en le projet Yamaha, donc ça c'est cool. Mais après, le plus important pour moi, c'est que Zarco il prolonge et c'est 2 années, donc ça c'est plutôt génial. Dommage que ce soit uniquement chez LCR et pas au HRC. Thibaut ? Ouais, le plus important pour Zarco, c'était 2 ans. Déjà 2027 avec la nouvelle moto. Donc ça, au moins, c'est bien. Ça veut dire que l'année prochaine, au mois d'avril-mai, il n'aura pas la pression de devoir faire tout de suite des résultats pour signer pour 2027. Sinon, Marini qui prolonge au HRC aussi 1 an. Là, je trouve ça logique. Et pour Pramac, comme nous dit François, pour Oliveira, malheureusement, depuis 3-4 ans, il est quand même souvent blessé. Il a souvent des blessures. Ses résultats sont quand même très moyens. Alors oui, il a eu 5 victoires, je crois, en MotoGP depuis qu'il est arrivé, ce qui est quand même important. C'était tout chez KTM. Mais c'est vrai que là, malheureusement, les résultats sont plus là et c'est logique de le voir ne pas être prolongé. Assez d'accord. C'est vrai qu'Oliveira, c'est un pilote que j'aime beaucoup et chez Trackhouse Aprilia, il m'a beaucoup déçu. Je l'attendais pas à un niveau aussi faible et il continue un peu sa descente aux enfers actuellement sur la Yamaha, pas aidé par les blessures ces dernières années évidemment. Chantra, je pense que personne ne le voit rester aujourd'hui, ce serait un miracle. Vous voyez Morera ou quelqu'un d'autre ? Oui, tout le monde parle de Morera depuis plusieurs semaines, donc si tous les médias en parlent, voilà, c'est déjà fait. Voilà, il ne manque plus que l'officialisation.
Ouais, moi je trouve que ce serait bien que ce soit Morera quand même. Ça ferait monter un pilote, une nouvelle tête pour l'année prochaine, ça serait quand même assez cool. Ouais, nouvelle nationalité, en plus on va aller au Brésil, et puis surtout un pilote qui fait de très bons résultats en Moto 2 depuis qui n'est qu'à sa 2e saison en Moto 2, et il joue le titre, alors plus ou moins le titre en Moto 2, donc c'est logique de le voir aussi monter, il a 21 ans, donc non, un futur pilote jeune, enfin voilà, pour moi c'est logique. Assez d'accord avec vous. On peut passer à la suite des news. Donc, on a eu également une conférence de presse spéciale qui va nous annoncer que Günther Steiner, ancien patron charismatique du team Haas, entre autres en Formule 1, sera le nouveau patron de l'écurie Tech 3, donc à la fois MotoGP et Moto 3, à partir de 2026, dès l'année prochaine. Hervé Poncharal était vendeur et restera encore en 2026 pour faire la transition, mais sans fonction officielle à titre de conseiller. L'équipe conservera donc le nom de Tech 3 ainsi que sa base à Born-les-Mimosas. Elle restera engagée dans son contrat actuel avec KTM qui court jusqu'en 2026 inclus et conservera ses pilotes également actuels. On estime par ailleurs que Günther Steiner aurait déjà obtenu la garantie de conserver les 2 places sur la grille MotoGP au-delà de 2026 et l'expiration actuelle des contrats. Ce qui est pas illogique quand on investit quelques dizaines de millions d'euros dans un rachat d'un team. Oui, je pense que oui, c'est validé avec la Dorna, enfin Liberty Media, il n'est pas là que pour un an. Maintenant, avec quelle moto à partir de 2027? Est-ce que ce sera toujours des KTM? Ça, on ne sait pas. Après, il a quand même une certaine nationalité, il a déjà eu affaire à Red Bull, pour le meilleur et pour le pire dans sa carrière. Bon, il y a peut-être des choses à voir. Maintenant, à voir ce que va vraiment devenir Tech 3 d'ici 2-3 ans. Oui. Voilà. Mais bon, ça, on aura le temps d'en reparler. Triste de voir Poncharal partir petit à petit. Il avait déjà laissé sa place à Lucio Cecchinello à la tête de l'IRTA cette année. Donc ça s'accélère. Enfin, on verra. En tout cas, on reviendra dessus, mais certains de ces pilotes lui ont fait ouvrir le champagne ce week-end, on va dire. Juste pour revenir sur une dernière news, on avait le World SBK à Manicourt durant ce même week-end de course pour le round français. Donc une partie de l'équipe de Seki en pôle était sur place et ils vous ont sorti déjà quelques interviews, notamment celle de Lucie Boutseul et Émilie Bondy, nos 2 pilotes françaises engagées en World WCR. D'autres interviews sont à prévoir sous peu, ainsi qu'un épisode spécial World SBK à Manicourt. Donc rafraîchissez bien vos listes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, etc. En tout cas, l'équipe qui était sur place a bien profité du week-end. Il a fait beau et il y a eu des belles choses à voir sur la piste. On enchaîne, on va passer avec la catégorie la moins attendue du week-end par mois, donc c'est le Moto E. À noter l'absence de Maria Herrera qui avait préféré jouer le podium en World WCR plutôt que la 15e place en Moto E, on la comprend. Rapidement, donc doublé de Granado, il avait pas gagné depuis Misano 2023 de mémoire. Voilà, l'année dernière c'était compliqué pour lui en début de saison. Cette année il s'était fait une grosse blessure. J'étais très très content de le voir revenir dans cette forme-là. Un commentaire sur les courses ou le championnat, Thibaut, François? Ouais, c'est toujours des courses qui sont très serrées. Souvent, on a quand même 3, 4, 5 pilotes qui se battent jusqu'à la fin. Alors, ce qui est dommage avec le Moto E, c'est que les courses ne durent que 10-12 minutes, mais on a toujours quand même du spectacle. Et on voit, après dimanche, on a 2 pilotes ex aequo. Effectivement. Donc, ce qui montre quand même que ce championnat est serré et c'est intéressant jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière course, au dernier tour de la dernière course. On risque de ne pas savoir qui sera champion du monde. C'est ça. Je crois qu'il reste 4 courses, donc avec les 2 de Misano et les 2 qui sont prévus à Portimao en fin de saison. Donc, ça va être intéressant à suivre. Casadei est vraiment très fort cette année, mais il a déjà commis 3 erreurs, donc ça lui porte préjudice aujourd'hui. On a 7 pilotes qui se tiennent en 23 points, donc c'est-à-dire qu'on a encore 7 pilotes qui peuvent remporter le titre. Tout à fait. Ouais, et puis Casadei, il faut qu'il fasse attention, parce que la chute en course 1, là, elle était quand même assez impressionnante. Il faut pas falloir s'en mettre trop comme ça, parce que là, pour le moment, ça passe entre les gouttes, mais s'il veut jouer le titre vraiment jusqu'au bout, il n'y a plus le droit de se rater, là. Ouais, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de chance. Il a vraiment chuté très vite, mais il se relève tout de suite. Par contre, la moto, elle a subi. Ok,
Je pense qu'on a fait le tour du Moto E. On va attaquer les catégories qui sont un peu plus regardées, on va dire. Donc le Moto 3. Info importante pour ce round. Luca Lunetta est de retour après sa fracture de la jambe à Seine. Il avait manqué 4 Grands Prix. Et Marco Morelli, un Argentin... on les connaît, ces Argentins-là qui sont nés à Barcelone, devrait terminer la saison chez MLab Racing. Il a par ailleurs signé en 2026 chez Aspar et sera le coéquipier de Massimo Quiles. En qualification, donc on a sort de la Q1 Piqueras, Yamanaka, Foggia et Buchanan. Oui, malheureusement, Piqueras était en Q1. Et en Q2, donc c'est Almanza qui fait sa première pole position de la carrière devant Kelso et Piqueras. Rueda 7ème qui laisse 10ème. À noter que Yamanaka partira finalement fond de grille pour avoir roulé lentement et gêné des pilotes en practice. Et Rueda, lui, aura un long lap pour avoir gêné des pilotes en Q2. Résultat en course, après une belle course, donc on a Angel Piqueras qui s'arrache devant Rueda et Furusato. 4ème Almanza, 5ème Fernandez, 6ème l'Italien Guido Pini. On peut noter la chute de Rolston et de Cormac Buchanan. Au classement général, du coup on a toujours Rueda en tête qui conforte son avance avec les 20 points qu'il a pris avec 270 points devant Angel Piqueras 206 points et Massimo Quiles 168 points. David Munoz lui 163 points, 4ème, Alvaro Carpe 5ème et Joel Kelso 6ème. Petite discussion, je te lance Thibaut. Rueda après une qualif moyenne et un long lap penalty termine quand même deuxième. Ouais, et bah Rueda de toute façon c'est comme depuis le début de saison, il est toujours là, quoi qu'il arrive il est là. On aurait pu quand même penser au début de la course quand il fait après son long lap penalty, il ressort à peu près 15ème, mais il arrive vite à reprendre quand même le groupe de tête, et puis surtout malgré tout il ne fait pas d'erreur. Il arrive à remonter, et dans les derniers tours, quand il faut jouer la victoire, il se retrouve dans le top 5, et il termine deuxième à quelques centièmes de Piqueras, donc il aurait très bien pu gagner. Pour lui, aujourd'hui, il a quand même pas mal d'avance au championnat sur Piqueras, donc là il perd 5 points par rapport à Piqueras, mais c'est tout bénef pour lui, avec 60 points d'avance au championnat. Voilà, aujourd'hui, Rueda, il peut commencer un peu à prendre moins de risques et à ne plus vouloir gagner toutes les courses. Ouais. François, un avis sur notre petit ami espagnol, Rueda ? Ouais, franchement, moi j'étais assez impressionné parce que le long lap, en vérité, à Barcelone, n'est pas si facile que ça. Hein. Il fait quand même perdre pas mal et quand tu vois la performance et comment il remonte la file, c'est franchement impressionnant pour arriver à être dans la bataille finale. Franchement, il est vraiment très très fort et oui, c'est vrai que là maintenant avec le matelas qui s'est construit, il va pouvoir toujours gérer à peu près Piqueras à distance et normalement s'il continue à rester intelligent comme ça en course, normalement ça devrait le faire. Hein. Ouais, je suis d'accord avec vous. Et on passe justement à Piqueras, son plus gros challenger au championnat. Deuxième victoire en 3 courses. Lui qui avait marqué le pas un peu le début du deuxième tiers de la saison. Cette fois, il revient très très fort là. 5 fois dans le top 4 aussi, on peut noter sur les 5 dernières courses. Tiens, François, justement, que penses-tu de lui ? Je le trouve très très impressionnant en termes de pilotage et dans la bagarre il est là depuis cette deuxième partie de saison. Je trouve ça hyper intéressant à voir. J'ai hâte de voir jusqu'où il va aller à la bataille avec Rueda, mais c'est déjà un sérieux pilote. Franchement, j'aime beaucoup ce pilote. Ouais. Et puis à la bagarre entre les deux, Piqueras et Rueda, on pourrait se dire que vu qu'ils sont aussi à la lutte pour le championnat, ça pourrait faire des étincelles sur la piste, mais ça reste effectivement très correct, très propre. Thibaut, je sais pas si t'as un petit mot sur Piqueras. Ouais, Piqueras, comme tu dis, il a eu des courses un peu plus difficiles là, France, Angleterre, Aragon, Italie, mais c'est vrai que sinon quand même il est tout le temps dans le top 5. Voilà, il a déjà 4 victoires cette saison. Donc c'est vraiment Piqueras versus Rueda. Rueda il a 6 victoires, Piqueras il en a 4. À eux deux, ils ont quand même une bonne partie des victoires de... Les 2 tiers. Même Rueda il en a même 7. Voilà, ils ont 2 tiers des victoires et en fait Piqueras, voilà, il est là où on l'attendait en début de saison.
et c'est le duel qu'on attendait, Rueda-Piqueras. C'était les 2 favoris pour le titre. Et enfin, j'ai envie de dire, on retrouve Piqueras qui arrive à se battre face à Rueda jusqu'au dernier tour et pour jouer la première ou deuxième place. Et donc ça peut être bien pour la suite de la saison, parce que tout à l'heure je disais Rueda il a quand même 64 points d'avance, mais attention, une chute de Rueda et une victoire de Piqueras, enfin ça peut vite remettre le doute à Rueda. Un Piqueras lancé, il peut gagner les courses, il peut enchaîner les victoires, donc on peut avoir une super fin de championnat. Assez d'accord avec toi, et je te lance tout de suite sur le 3e au championnat. Donc Kiles, qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation? Ouais, alors le résultat, il est un peu décevant parce qu'il termine 12e, 12e de la course. Il a fait pas mal d'erreurs, enfin il a fait plusieurs erreurs dans le week-end. Alors des petites erreurs, pas de très grosses erreurs, mais notamment une en course à 5-6 tours de la fin où il perd le contact avec le groupe de tête, il perd 3-4 secondes et derrière bah, c'est mort pour lui pour la victoire et au final il marque très peu de points alors qu'il a encore mené la course une fois de plus. Quasiment toutes les courses, il mène des tours. Donc là, c'est un peu décevant pour le résultat final, mais maintenant, faut pas oublier, il apprend. Il n'a quasiment pas fait d'erreur de la saison. C'est seulement son. Il y a eu Assen aussi où il avait fait une erreur, je crois, dans le dernier tour, ou à 2 tours de la fin, il avait terminé 15e. Mais sinon, Kiles était toujours dans le top 3. Donc, bon, bah voilà, il a le droit de faire des erreurs. Et puis lui, il ne vise quand même pas non plus le championnat. Enfin, je pense voilà, c'est un pilote de haut niveau. Hein. Il aimerait viser le championnat, mais il faudrait qu'il y ait beaucoup d'erreurs. Ouais, malheureusement, il a pris trop de retard en début de saison quand il n'était pas présent, trop jeune, puis blessé. Donc c'est vrai qu'il part quand même de loin. Un mot sur qui laisse François? Ouais, il part de loin déjà pour jouer le titre cette année, mais l'année prochaine, ça va être vraiment un sérieux concurrent et s'il gomme ces toutes petites erreurs de concentration qu'il peut avoir une fois de temps en temps, mais que déjà il a gommé comparé à ce qu'il a pu faire en Red Bull Rookies Cup, s'il gomme vraiment ces tout petits défauts, je pense que l'année prochaine ça peut faire très très mal. Ouais. Il est quand même impressionnant. Lui, il est tout le temps dans le top 3. Il mène quasiment, il est toujours dans le trio de tête pendant toute la course. Donc non, il est vraiment. Je suis totalement d'accord avec vous. Je voulais parler d'un 4e pilote qui m'a marqué un peu sur cette course. C'était Jacob Rolston, qui était dans le bon groupe, dans les 10, et puis qui a une panne de machine. Il semblait très affecté. Je sais pas si vous avez vu les images. Je me posais la question s'il se sent en danger dans le Team Tech 3 ou pas, parce que c'est vrai que ses résultats cette saison, après une bonne saison de rookie l'année dernière, sont assez loin des attentes, je pense. Voilà. C'était bah Rolston, il avait eu un début de saison où il était absent parce qu'il avait été blessé, il avait des vertèbres fracturées et depuis il a du mal à terminer dans le top 10. Alors il doit avoir 3 top 10 je crois depuis le début de saison, mais il est plus souvent entre la 12e, 15e place. Et puis pour son avenir, oui, il ne sera plus normalement chez Tech 3 l'an prochain. On annonce Rico Salmela, donc qui est un pilote finlandais qui était en Red Bull Rookies Cup et qui est en Junior GP cette saison, qui devrait signer chez Tech 3, sachant que Valentin Perron est vraiment fait une très bonne saison, donc lui logiquement il doit rester. Je pense qu'il voit sa place s'éloigner petit à petit là. Bah, on espère quand même le revoir en championnat du monde parce que c'est un Australien et puis il est pas si mauvais que ça. Au contraire. Ça c'est mal, sa saison s'est mal lancée et aujourd'hui on a l'impression que il est dans rien de réussi. C'est sûr, ça se voit. De toute façon, ça se voit sur la position au classement du championnat. Hein. 16e. C'est difficile par rapport aux attentes qu'on a pu avoir en effet. Est-ce qu'il y a un autre pilote Moto3 ou un fait de course que vous voulez revenir dessus? J'ai vu peut-être citer David Munoz qui s'est vraiment calmé en termes de dinguerie quoi. On n'est plus du tout en train de le citer. Je crois qu'on l'a pas dit son nom une fois ça. Non, mais David Munoz, c'est un pilote très talentueux depuis 3 ans. On le savait, dès qu'il est arrivé, il était très très bon, il était tout de suite à jouer les podiums. C'est juste qu'il a voulu tellement en faire et il faisait n'importe quoi. Encore en début de saison quand même, parce qu'il a 5 abandons lors des 7 premières courses. Et depuis, alors là il termine 8e, qui est sa plus mauvaise performance de la saison quand il termine, mais il est à 1 seconde de la victoire. Mais sinon, il est tout le temps dans le top 5 maintenant. Et il ne fait plus n'importe quoi, comme tu dis. Et lui a re-signé aussi, il a re-signé aussi l'an prochain dans la même équipe, en Moto 3.
Donc s'il continue comme ça l'an prochain, il sera aussi favori pour le titre. Vous pouvez pas me dire qu'il laisse un titre pré-mâché l'année prochaine et me dire derrière que Munoz est favori pour le titre, c'est pas possible. Après, les deux, hein. On peut avoir comme cette année avec les Rueda Piqueras, un duel entre les deux. Et Carpe est dans l'histoire, parce qu'on m'avait promis que c'était un crack aussi. Et Carpe, c'est aussi un favori. Non, mais cette saison, il a quand même un peu de mal, hein. Contrairement toi à Achilles, où il a quand même Achilles fait beaucoup plus souvent des top 5. Carpe, de temps en temps, il termine 12e, 13e. On le voit pas du week-end. Alors bon, après c'est un rookie, donc c'est pas non plus honteux de terminer 12e quand tu es rookie. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on a vu dès la première course où il termine 2e, on s'est dit waouh, peut-être que c'est un peu une sorte de nouveau Pedro Acosta. D'entrée, il va nous enchaîner des podiums, des victoires. Et là, c'est vrai qu'il a quand même depuis 4 GP, là, il a un peu plus de mal à terminer dans le top 10. Maintenant, voilà, c'est comme je dis, c'est un rookie. Non, moi je laisse ma pièce sur Quiles. Hein. Allez, on va rester là-dessus. Alors, on note François pense que Quiles sera champion du monde 2026 de Moto 3. On passe tout de suite au Moto 2. Donc les infos, Daniel Munoz, à ne pas confondre avec David Munoz que je fais tout le temps, remplace toujours Denis Sonchou chez Ayo. On a le retour de Senna Ajus après sa blessure en Autriche et son absence en Hongrie, et Eric Fernandez, les grands de la famille Fernandez, hein. Wildcard sur une Bosco Scuro qui devrait effectuer un long lap puisqu'il avait eu à Brno lors d'un remplacement. Et c'est pas vrai, il faut pas partir de la même famille, hein. C'était juste une blague. En qualif, sort de la Q1 Alonso, Arenas, Vietti et Sasaki, et en Q2 c'est Olgado qui prend la pole, la première de sa carrière en Moto 2 devant Dixon et Ferrer. Dans les leaders du championnat, on a Canet qui se qualifie seulement 9e, Gonzalez lui part 12e et Moreira 13e. À noter qu'il y a aussi une flopée de pénalités. Donc Arbolino et Binder prennent 9 places de pénalité sur la grille pour avoir fait n'importe quoi en Q1. Et la même chose, mais en Q2 pour Baltus, Arenas et Alonso, 9 places de pénalité sur la grille. Les résultats en course, donc on a une victoire nette et sans bavure de Daniel Olgado, parti depuis la pole, on le rappelle, suivi par Jake Dixon, Daniel Munoz qui faisait du coup un remplacement étonnant 3e. Manuel Gonzalez assure les gros points avec sa 4e position. On peut noter Guevara 5e, Vietti 6e, David Alonso 8e, Verrer 9e, Barry Baltus 10e, Diogo Moreira seulement 14e, et voilà, grosso modo pour la liste. On peut noter aussi la chute de Aaron Canet. Au classement du championnat, on a Manuel Gonzalez toujours en tête, 217 points, 38 points d'avance devant Aaron Canet, 179 points, Diogo Moreira marque le coup, 175 points, et Barry Baltus 4e avec 153 points. On peut tout de suite embrayé sur la première victoire pour Olgado, juste après celle de son coéquipier David Alonso sur la course précédente. Bonne saison de rookie, 7e du général pour lui. C'est au-delà de les attentes, François, pour Olgado ? Au-delà des attentes, non. Je pense que pour moi, il est dans les attentes de ce qu'on voulait voir, qui commence à jouer des top 5 en deuxième partie de saison. C'est ce qu'il fait. Là, il fait une très belle course. Non, pour moi, il est là où on l'attendait. Ouais, alors pour moi, c'était au-delà des attentes en début de saison. Parce que dès le début de saison, il jouait les top 10. Il a même terminé 4e au Qatar. Donc là, pour moi, j'étais vraiment surpris. Ensuite, il a vraiment eu un trou où il n'a pas marqué de points pendant 4-5 GP. Et là, maintenant, depuis 4 courses, depuis la trêve, là, il revient bien. Une victoire, une 2e place, une 4e place. Et en fait, on va dire que c'est un rookie qui progresse, et souvent les très bons rookies, c'est sur la 2e partie de leur première saison, où là, en fait, ils commencent vraiment à jouer très régulièrement les top 5. Et Olgado, aujourd'hui, c'est ça, hein. C'est un pilote aujourd'hui, de le voir gagner, ce n'est pas une surprise au final. Et là, il fait le week-end parfait entre la pole et la victoire. La course n'a pas été la plus belle course de la saison au niveau des bagarres. Mais bon, tant mieux pour lui. Il est parti tout seul devant et il s'est imposé, il n'a pas fait d'erreur et c'est une belle victoire.
Je suis d'accord avec vous. Donc tu l'as mentionné, hein, on a retrouvé ce week-end notre moto 2 adorée, c'est-à-dire celle avec peu d'action quand même. On avait quelques courses croustillantes précédemment, mais c'est vrai que des fois le retour à la réalité peut faire mal, donc faut se mouiller un peu la nuque. Je switch tout de suite sur les leaders du championnat qui étaient pas très en réussite ce week-end. On a quand même Gonzalez qui sort les marrons du feu, on va dire, hein, qui s'en sort bien. Avec sa 4e place en course malgré une qualif catastrophique. Il profite de la chute de Canet donc et de Morera seulement 14e. À noter quand même que Morera a eu un long lap à faire en course pour les limites de piste qui ont été dépassées. Thibaut, un mot sur le championnat? Ouais, et bah là, c'est vrai que Gonzalez fait quand même la bonne opération du jour. Il prend 13 points. Canet fait encore une erreur, j'ai envie de dire. Enfin, même si cette saison, il n'en a pas eu non plus tant que ça. Mais là, celle-là, elle peut quand même coûter assez cher. Maintenant, il se retrouve à 38 points au championnat. Et puis, Morera, c'est vrai que c'est un week-end très moyen pour lui. Euh, enfin, même s'il n'avait pas eu son long lap, il n'aurait pas fait beaucoup mieux. Il aurait terminé peut-être 12e. Donc 14e ou 12e, ça change rien. Et c'est vrai que quand on joue le titre, comme lui, parce qu'au final, il joue quand même le titre, ce genre de résultat, ça fait mal. Et là, c'est vrai que sur les 5 dernières courses, c'est 2 résultats blancs, une 14e place, une victoire, une 2e place. Malheureusement, ça risque d'être trop court s'il continue comme ça, à avoir des résultats blancs ou des résultats vraiment en deçà des attentes. C'est vrai que c'est son deuxième. Si on enlève les courses qui terminent pas, c'est son deuxième pire résultat de la saison, hein, les 2 points qu'il prend. Sinon, il finissait toujours dans les 4 premiers, dans les 5 premiers, pardon. Donc, effectivement, c'est pas terrible. Un mot sur Canet, Morera ou Gonzalez, François? Non, pas particulièrement. C'est dommage pour Canet parce que enfin, je pense que vraiment c'est un pilote qui a un fort potentiel, mais voilà, il y a toujours quelque chose qui fait que ça va pas au bout, quoi, et c'est dommage. On peut parler peut-être de cette surprenante 3e place de Dani Munoz, son premier podium en carrière lors d'un remplacement. On le souvient, il avait fait une demi-saison l'an dernier, il avait perdu son guidon parce que son équipe s'arrêtait. Très très bizarre, ça arrive de temps en temps, hein, des bizarreries comme ça, mais on s'y attendait pas. François? Surtout en Moto 2, enfin c'est quand même assez rare que quelqu'un qui pop comme ça d'un coup d'un seul. Ouais, je trouve ça quand même très très surprenant. Alors après, on n'est pas là par hasard, hein, mais c'est vrai que de le voir aussi rapidement, aussi haut dans le classement, euh, il doit jouer sa vie ou quelque chose, hein, j'imagine. Hein. J'ai pas d'autre explication. Non, mais c'est vrai que l'année dernière, quand il était arrivé, donc c'est un pilote championnat d'Europe Moto 2, et il était arrivé là dans l'équipe Pertamina Mandalika, qui était quand même enfin, qui a toujours eu des résultats difficiles. Coéquipier de Masia, il remplaçait Ben Snyder en début de saison suite à des blessures. Et d'entrée, il était devant Masia, bon, qui faisait une saison catastrophique, mais malgré tout, Munoz, il était proche des points dès ses premières courses. Fin de saison dernière, après, il avait fini la saison pareil, il arrivait à peu près à faire vers la 15e place. Donc, pour un pilote qui débarquait en plein milieu de saison sur une moto qui était dans une équipe très spéciale, voilà, il avait réussi quand même à montrer qu'il pouvait faire quelque chose. Maintenant, le voir faire un podium, là, même s'il est dans l'équipe Pajot, non, enfin, faut reconnaître, c'est une grosse surprise. Un top 10, pourquoi pas, mais un podium comme ça, avec le week-end qu'il fait, non, personne ne s'y attendait. Après, entre la moto qu'il a pu avoir dans le passé et la moto de Hajo, je pense il y a un fossé aussi. Hein. Il a le matériel Ah bah oui. pour aller chercher les top positions, mais c'est vrai que aussi rapidement, c'est quand même assez rare. Enfin, si j'étais à la place de Honju, je serrerais un peu les dents, quoi. Ouais, bah déjà, la place l'année prochaine, elle est déjà pour Rueda. Donc, mais bon, C'est sûr. pour lui, ça va lui permettre de signer dans une autre équipe. Là, il a Oui, de gagné faire sa parler place de pour lui. l'année prochaine. Tout à fait. Ouais, clairement. Est-ce que vous voulez revenir sur autre chose, peut-être, Thibaut? Ouais, peut-être Guevara 5e. De temps en temps, il nous fait une belle course. C'est rare. Cette saison, il a quand même fait 4 top 5. Et sinon, il est quand même souvent aussi par terre. Alors de temps en temps, c'est un peu des top 10, mais
On est toujours très irrégulier, mais malgré tout, on sait quand même qu'il a du talent. Enfin, tu termines pas 5e comme ça de course Moto 2, donc bon, ça sera toujours, quoi qu'il arrive en fin de saison, ça sera la déception, ça sera toujours une déception par rapport à ce qu'on attendait. Mais bon, je continue à croire encore un peu en lui. Mais en fait, pour moi, là, il y a une combinaison de deux choses. C'est que je regarde les 3 pilotes Bosco-Scuro qui sont Dixon, Gonzalez et Guevara qui finissent 2-5. Non, pardon. Dixon, Guevara, Vietti. Donc 2e, 5e, 6e. À la fois, c'est des pilotes qui sont irréguliers, ces 3-là. Et à la fois, ils ont des machines les Bosco-Scuro, qui fonctionnent de manière irrégulière, qui sont pas tout le temps bonnes sur tous les circuits. Donc effectivement, on a des résultats comme ça qui pop. Guevara 5e, Vietti 6. Dixon, 2e. Voilà, il a fait son 2e ou 3e podium de la saison. Je sais pas s'il y en aura beaucoup plus. Non, mais c'est vrai ce que tu dis en fait. Bosco-Scuro, on sait pas des fois si c'est la moto. Donc oui, là la moto a bien fonctionné sur ce circuit parce qu'ils sont 4 dans le top 7. Maintenant, les pilotes Bosco-Scuro, comme tu dis, que ce soit Dixon, Guevara, Vietti, Lopez, on va dire, tu n'as pas non plus les pilotes les plus réguliers de la catégorie. Que ce soit Lopez, Vietti, ils sont toujours par terre. Dixon, bon, ça arrive quand même assez régulièrement qu'il fasse des erreurs. Guevara, comme Arbolino, ils sont quand même en galère depuis un an. Donc oui, c'est vrai que Bosco-Scuro, sur ce Grand Prix, ça a bien fonctionné pour eux. Malheureusement, pour la prochaine course, peut-être qu'ils feront pas mieux que 12e. Je suis d'accord avec ça, et on passe tout de suite au MotoGP. On a comme info pour le Grand Prix de MotoGP, donc on a Aleix Espargaro qui revient pour une wildcard avec Honda, Lorenzo Savadori, wildcard pour Aprilia. À noter qu'il avait un double long lap à effectuer parce qu'il avait chuté sous drapeau jaune au Sachsenring. Et on a un retour de blessure de Somket Chantra et de Maverick Viñales. Donc c'est la première fois de toute l'année que la grille MotoGP est au complet avec ses 22 titulaires. Voilà. Mois de septembre pour le 15e Grand Prix. En 2023, on avait déjà eu le cas. Je sais plus après quel Grand Prix, mais c'était plus ou moins pareil. Ah, ça m'en fout. Voilà, bref, voilà, là, cette année, c'est vrai qu'on a eu un Martin qui a été longtemps blessé. Oliveira. Déjà que lui, bon, Oliveira aussi. Mais bon, c'est vrai que. Mais la stat est quand même un peu. Enfin, l'info est un peu. Ça montre quand même qu'avec toutes ces courses, on a quand même très souvent des pilotes blessés. On a des pilotes qui sont usés. Ouais. Tout à fait. Pour les qualifs, donc on a les 2 Fabio qui passent en Q2 avec le record de la piste pour Quartararo. À noter la catastrophe pour Bagnaia qui partira seulement 21e sur la grille de départ. Tu t'en es parmi. Ouais, t'as vu? Ça passe pas, tu vois, t'as senti le truc qui bloque dans la gorge quand je l'ai dit. En Q2, on a Alex Marquez qui arrache une pole incroyable devant Fabio Quartararo et Marc Marquez. Joan Mir sera pénalisé 3 places sur la grille pour avoir roulé lentement et gêné des pilotes en Q1. Qualifié 17e, il s'élancera de la 20e place. La course sprint, Marc Marquez qui finit premier, Fabio Quartararo, superbe 2e place pour notre Français, Fabio Di Gianantonio qui complète le podium, Acosta 4e, meilleur KTM, suivi par Bastianini 5e et Brad Binder 6e, Johan Zarco a noté 7e, meilleur Honda. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bagnaia 14e. Il a profité des chutes, principalement. Voilà pour cette sprint. Je vous propose qu'on passe tout de suite au Grand Prix. Et on débriefera les 2 courses juste après. Donc victoire d'Alex Marquez, ma langue a fourché, désolé. Devant Marc Marquez et Enea Bastianini, une belle 3e place, beau podium pour l'Italien. Pedro Acosta 4, Fabio Quartararo 5, Ayogura 6, Pecco Bagnaia 7e, Luca Marini 8e, Oliveira 9 et Martin 10e. Un petit tour sur le classement au championnat. Donc Marc Marquez largement en tête avec 182 points d'avance sur Alex Marquez 2e. Bagnaia complète le top 3 avec 237 points. Bezzecchi 4, Acosta 5, Morbidelli 6, à noter Quartararo 8, Zarco 10. Voilà pour le tour de nos favoris, on va dire. On peut tout de suite noter
pour Ducati, le titre constructeur, le 6e titre consécutif depuis 2020, le 7e au total pour la marque italienne. Je sais pas si vous voulez dire un mot sur ce titre constructeur, François. Chapeau. Mais non, mais c'est moi. Que dire de plus? Enfin, ils font un travail qui est exceptionnel. Ils ont mis beaucoup de motos, certes, mais au moins ils le font et ça permet de développer la machine à vitesse grand V et de mettre des branlées à tout le monde. Non, franchement, c'est du beau boulot. Hein. Il y a rien à dire. C'est mérité, quoi. C'est sûrement le titre le moins, c'est le titre le moins surprenant de la saison. Aussi. C'est celui qu'on attendait le plus. Donc voilà. Allez, on va laisser ça. Par quoi on commence? Alex Marquez, peut-être Thibaut? Qu'est-ce que tu veux dire sur le week-end d'Alex Marquez? Peut-être qu'on savait d'avance, entre guillemets, que il était plus à l'aise sur ce circuit que son frère, et que ça pouvait être un avantage pour lui, et il a confirmé ce statut, malgré sa chute en sprint. Ouais, alors plus à l'aise que Marc sur ce circuit, je ne sais pas. Qu'Alex soit performant sur ce circuit, oui, mais bon, c'est difficile de dire que Marc est moins bon que son frère. C'était prévu qu'Alex soit devant. Mais non, mais la victoire en course, elle est largement méritée. Il fait la pole, il gagne, il aurait dû gagner le sprint sans une grosse erreur de sa part. Parce que là, la victoire, elle lui tendait les bras. Enfin, il chute bêtement, un peu comme malheureusement trop souvent il nous a montré dans sa carrière. Mais là, enfin voilà, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Mais non, sinon Alex a dominé le week-end. C'est bien de le voir gagner. Et surtout, moi, ce que j'ai aimé, c'est la célébration avec son frère devant le public. On voyait quand même que même Marc était content pour lui. C'est la première fois qu'Alex bat Marc à la régulière. Enfin vraiment pour un podium. Donc non, c'est vrai que c'est bien quand même pour lui et puis pour la famille. François? Ouais, je suis content pour Alex Marquez parce que il a été quand même souvent critiqué et souvent dit qu'il était là grâce à son frère, mais les gens avaient tendance à trop oublier que c'est quand même un double champion du monde et qu'il est dans l'ombre d'un ovni. Donc c'est cool qu'il puisse le battre à la régulière. Il m'a fait un peu crier quand il est tombé en sprint parce que c'est bon, Marc Marquez, on a vu, on a revu. Il fallait terminer, quoi. Ça aurait été bien qu'un week-end au moins il y ait un pilote différent qui gagne les deux courses. Enfin, un pilote différent autre que Marc Marquez, je veux dire. Mais bon, c'était quand même beau. Très beau à voir la célébration. Et moi aussi, c'est des moments de sport que j'aime bien voir et surtout quand c'est dans une fratrie. Enfin, je pense que à un moment quand j'ai regardé la course, je disais à un de mes collègues, en termes de sport et sportivement parlant, je pense qu'on se rend pas compte du moment qu'on est en train de vivre avec la domination de ces deux frères. Enfin, historiquement, quand on regardera ça dans 10-20 ans, le MotoGP, qu'est-ce que c'était? Eh ben, c'était quand même une saison où il y a eu deux frères qui ont surdominé le truc et non, c'était un beau week-end à voir pour Alex Marquez. Ouais, puis ce qui est bien pour Alex, c'est que là, il a eu un peu de difficulté quand même depuis Assen, où en course, il a eu pas mal d'abandons. Il a abandonné à Assen, il a abandonné à Brno en faisant les deux fois, en faisant chuter d'autres pilotes. En Hongrie, il termine 14e, je crois. Donc là, au moins, c'est bien, il se remet, enfin, il repart, on va dire, comme ce qu'il nous montrait depuis le début de saison. De mémoire, il avait été blessé, percuté et blessé, donc effectivement. Oui, aussi. Oui, il a été blessé et j'avais peur que sur sa deuxième partie de saison, ça soit un peu le Alex Marquez qu'on a pu connaître, très irrégulier. Et là, ces dernières courses, c'était un peu ça. On savait pas trop ce qu'il pouvait faire. En Autriche, on avait vu, bon, il avait eu un long lap, mais il avait pas réussi à remonter derrière. Enfin, c'est pour ça, on pouvait se dire peut-être que Alex Marquez sur la deuxième partie de saison, il fera aller entre la 7e et 10e place, de temps en temps peut-être vers proche du podium, de temps en temps des chutes. Et là, en fait, cette victoire, ça peut lui, enfin même ce week-end, parce que malgré la chute en sprint, il fait quand même un très bon week-end. Ce week-end peut, on va dire, le remettre vraiment dans le top 3 maintenant pour chaque course et à nouveau se repartir en début de week-end en se disant, bah là, je joue le podium.
Totalement d'accord. On embraye avec Marc Marquez qui prend que 32 points sur le week-end au lieu des 37 habituels. Ouais. Catastrophe. Première fois qu'il ne gagne pas en 15 courses consécutives. Voilà, il y a une petite stat qui est sortie après les courses. Donc, si on enlève les sprints, comparé à 2014 et à 2019, sa vitesse de passage après 15 courses, c'est 310 points actuellement. En 2014, il en avait 312 au même moment de la saison et en 2019, 325. Donc, on peut dire qu'il est complètement rincé, ce Marc Marquez, François. Ouais, non, en vrai, c'est de la folie, la performance. Que dire, enfin, tout est contrôlé, maîtrisé. Enfin, y a rien à dire, quoi. Et je suis fan de Rossi, hein, écoutez-le bien. Y a rien à dire. Le mec, il est trop fort. Il est intelligent en tout point. Donc, ça me fatigue un petit peu parce que j'aimerais bien que, à la limite, s'il gagne, ok, mais qu'il y ait un petit peu plus de bagarre. Mais bon, sportivement parlant, encore une fois, c'est une performance qui est exceptionnelle. Ouais. Tu parlais de maîtrise, il a quand même failli tomber sur la sprint. Il assure quand même la victoire et pareil en course longue, il rate un virage cette fois et il manque pas de tomber mais il doit élargir donc il était quand même on va dire à la limite de ce qu'il pouvait donner sur ces deux courses. Ça montre surtout, ouais, pour moi, ça montre aussi, là, avec les stats que tu donnes, alors, bien entendu, cette saison, on a les sprints, et c'est aussi pour ça qu'on a l'impression qu'il archi-domine, parce que même en sprint, il gagne tout, et il les gagne même quasiment toutes, il en a gagné 14 sur 15, mais c'est vrai que 2019, en fait, il avait plus de points en 2019, c'est-à-dire quand même que c'est la 3e année en 12 saisons, où il est capable d'archi dominer comme ça. C'est pas la première année en fait où il est si fort. Et on l'a peut-être un peu oublié avec ses absences, enfin sa période de blessure, mais Marc Marquez c'est quand même ouais ce qu'il nous montre là, c'est ce qu'on avait déjà connu et il continue malgré l'âge, malgré le changement de machine et il est tout simplement le meilleur au monde. Il reste cette course. Alors là, il sera pas champion du monde à Misano, mais il sera champion du monde au Japon. Enfin voilà, on sait qu'il va être champion du monde depuis très longtemps, et en fait, il continue à dominer, à dominer toutes les courses. Ouais, après, là où on avait un point d'interrogation, c'est que enfin, c'était pas une nouvelle marque puisqu'il avait déjà roulé la Ducati la saison passée, mais c'était quand même adaptation à un nouveau team officiel, à quelque chose de nouveau, et en fait, bah, il prouve que il a aussi des capacités d'adaptation qui sont gigantesques parce que il s'est aussi assis à côté de Bagnaia qui sortait de 2 titres avec Ducati. C'est pas rien non plus hein, de changer de team et d'arriver comme ça, même si on s'appelle Marc Marquez, avec l'âge, etc. On aurait pu penser que mentalement ça puisse lâcher ou autre, mais non, le mec est trop fort, quoi. Je pense que vous avez tout dit sur Marc Marquez, je vous rejoins en tout point. On peut parler peut-être d'un autre pilote Ducati qui a connu un week-end totalement inversé. Bon, je l'ai rarement vu comme ça parce que je le suis depuis très longtemps. C'est un pilote que j'affectionne, vous le savez. Complètement perdu le vendredi et le samedi, mais perdu pas que sur la piste, hein, dans sa tête forcément pour en arriver là. Il revient plutôt bien on va dire qu'il limite la casse à la sprint parce qu'il fait quand même une remontée, qui profite des chutes évidemment. Mais le dimanche, belle performance hein, parce qu'on rappelle partie 21e et il finit 7e. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, on va pas revenir sur ses déclarations. Il y a du mieux, j'ai trouvé quelque chose parce que il est un peu plus prudent là-dessus maintenant. Je pense qu'il attend surtout le test post-Misano pour être sûr de son package et de là où il peut l'emmener. Thibaut. Bah, moi, j'ai un peu peur pour Pecco pour la fin de saison, qu'il coule complètement. Qu'est-ce qu'il va donner sur la fin de saison? Parce que là, en fait, c'est catastrophique. Oui, il termine 7e, ok, le dimanche, mais il part 21e le vendredi, c'est une catastrophe, il est perdu. Le samedi, il est perdu aussi.
Comme tu dis, là, cette fois, c'est dans la tête. Autant au début de saison, on pouvait dire, bon, il arrivait comme à jouer les podiums. Alors, c'est pas parce que Marquez est là que Marquez psychologiquement l'a tué, tout ça. Non, faut arrêter. Là, c'est autre chose. Là, enfin, il ne s'est fait, enfin, les seuls pilotes qu'il a battus, c'est Savadori et Chantra pour la qualif. C'est là en fait qui, pour moi, c'est incroyable. Enfin, comment en 4 mois, 5 mois, il a pu passer d'un pilote qu'on voyait enfin, pouvoir jouer le titre, qui a quand même remporté la saison dernière 10 ou 11 victoires sur la saison. Il arrive à peine à marquer des points. Et alors oui, il termine 7ème, mais honnêtement, le dimanche, je me suis dit, Bagnaia, il va terminer 16ème. Donc tant mieux pour lui, il a fait un bon départ, il a réussi malgré tout à tenir, mais j'ai quand même peur pour la suite. Misano, c'est quand même un circuit qu'il apprécie. On va voir ce que ça va donner. Parce que si ça se passe mal à Misano, c'est quand même là aussi psychologiquement ça va pas être facile parce que ok, il va être devant ses fans en Italie, tout ça, mais c'est un circuit où il a quand même toujours été rapide, même quand il est arrivé en MotoGP, qu'il était chez Pramac, qu'il avait eu énormément de mal à faire des résultats. À Misano, il était rapide. Donc c'est là vraiment, on va voir. Et derrière, la fin de saison peut être très très longue pour lui. L'intersaison ensuite va aussi pouvoir être très longue parce que là en fait c'est dans la tête quoi. Ça, et j'ai un peu peur pour lui. J'espère qu'il va réussir sur la fin de saison à revenir de temps en temps dans le top 5 pour au moins se remettre un peu la tête à l'endroit et repartir sur de bonnes bases pour l'année prochaine. De toute façon, la saison 2025, elle est foutue pour lui. Elle est finie. Maintenant, voilà, c'est essayer de terminer le mieux possible. Au-delà de la performance pure, moi ce que j'ai aimé voir dimanche, ce qui lui manquait beaucoup depuis 5-6 courses, c'était la capacité de dépasser d'autres pilotes, notamment au freinage, ce qui nous a souvent impressionné par le passé, c'est ses freinages. On se souvient quelques dépassements par l'extérieur sur d'autres pilotes notamment. François, Pecco, t'en as pensé quoi de son week-end ou de sa saison? Moi ça m'a fait un peu de peine, enfin, de voir toutes les critiques qu'il a pu essuyer, etc. Mais après voilà, il est pas au niveau où on l'attendait, ça c'est clair et net, et ça c'est clairement décevant. Après sur ce week-end, il y a des moments où il était complètement perdu, et je pense que psychologiquement c'était trop compliqué pour lui quoi. Enfin, en tout cas le vendredi et le samedi c'était un naufrage complet. Je salue quand même la performance du dimanche parce que un week-end comme il peut le vivre, un Quartaro par exemple, quand il est au fond du trou, souvent il reste au fond du trou tout le week-end jusqu'au bout, alors que Bagnaia a quand même su rebondir le dimanche, et la performance mérite quand même d'être soulignée. Mais c'est clair que là, il faut qu'il trouve des solutions avec le test de Misano, parce que sinon, la fin de saison, elle peut être très très longue en effet. On peut dire aussi qu'il termine 7ème, mais t'as quand même eu pas mal de chutes de pilotes qui auraient pu le battre. Alors je ne dis pas que ces pilotes auraient obligatoirement terminé. Autant en sprint, je t'aurais dit oui, il y a beaucoup de pilotes devant lui qui sont tombés, mais en course longue, j'ai pas eu l'impression mais regarde, un DJ Bezzecchi tombe très rapidement. Mais ils auraient pu terminer devant Bagnaia, ça aurait pas été une surprise. Zarco, il aurait terminé sûrement devant comme il était parti. Un Binder, avec ce qu'il avait montré en sprint, il aurait terminé aux alentours de Bagnaia au pire. Voilà, donc il aurait pu finir devant lui. Morbidelli, plus ou moins aussi aux alentours de Bagnaia. Donc il aurait très bien pu se retrouver 12e. Ça aurait pas été surprenant. Donc c'est pour ça, faut. T'as décidé de me gâcher même si ma soirée. Tout à fait. Okay. Maintenant, il termine à 3 secondes. Il termine à 3 secondes d'Acosta qui est 4e aussi. Hein. Donc voilà, c'est un groupe de pilotes, on va dire, entre Acosta et Fernandez qui était 11e. Ils se tiennent en 5 secondes. Donc voilà, Bagnaia, on va dire, il a réussi au moins à tenir ce groupe-là, dans ce groupe-là. Allez, on va essayer d'avancer un peu plus vite sur les autres pilotes Ducati. Aldeguer qui fait une course un week-end en dedans où on l'a
pas vu aussi flamboyant qu'on a pu le voir par le passé, et pour fait d'armes de faire chuter Bezeki. C'est la deuxième fois cette saison qu'il fait chuter quelqu'un. Il avait blessé à Oliveira à la sprint en Argentine, on s'en souvient. Di Antonio qui fait une très bonne sprint avant de chuter en course alors qu'il avait la vitesse, c'est déjà arrivé également, il me semble, je crois que c'était en Allemagne où il avait une belle vitesse avant de chuter. C'est quelque chose qu'il va falloir, sur lequel il travaille selon moi. Et Morbidelli, lui, en difficulté avec 2 abandons dans le week-end, dans le même virage, et en sachant qu'il s'est embrouillé avec les marshals parce qu'il voulait repartir et qu'on lui a dit de sortir de la piste, donc il est sanctionné et il ratera les 10 premières minutes de la FP1 à Misano. Rapidement, si vous avez un mot à dire, Aldeguer, Digia, Morbidelli. Non, Morbidelli, c'est fatigant. Tu as tout dit. Ok. Allez, on passe au pilote Honda. On a Marini qui finit 8ème des 2 courses. 2 fois, il aurait pu viser mieux. Il perd notamment beaucoup de place à la fin de course, peut-être une gestion des pneus à revoir, ou une gestion autre, hein, on sait pas non plus les mappings essence si ça vient de là. Donc 2 courses de suite où il joue top 6, Marini. Souvent quand un pilote se blesse gravement et revient, il est moins bon qu'avant, mais Marini c'est l'effet inverse. Ouais, moi Marini, je pense en fait il était sur une bonne lancée de toute façon en début de saison malgré tout. Il allait progresser petit à petit. Il était, par rapport à la saison dernière, sa saison est quand même largement mieux. Alors il y a eu la chute à Suzuka et 4 courses de manquer, mais aujourd'hui un Marini, ouais, il sera toujours dans le top 10. Voilà, ce sera le pilote qui sera toujours dans le top 10 entre la 6e et 10e place. François ? Ouais, pour moi, il sera dans ces positions-là à condition que Honda lui apporte le bon package. En vérité, le week-end dernier et ce week-end, ils avaient quelque chose en plus que celle de Zarco par exemple. Mir, il s'est placé bien plus haut avec une moto plus performante, alors que ça fait déjà 3 ans qu'il est en perdition. Donc je sais pas si vraiment il retrouve forcément une meilleure forme que ce qu'il était, mais je pense que Honda a quand même bien travaillé aussi. Ouais, je suis totalement d'accord. On peut passer à notre pilote Honda, Zarco, qui a montré une belle P7 en sprint. Et à ce moment-là, si je dis pas de bêtises, je vérifie juste. Oui, il était bien la meilleure Honda, 7ème en sprint, et il était P5 avant de chuter en course avec une belle vitesse. Malheureusement, les points commencent à se faire rares pour lui parce qu'il chute pas mal. 21 points seulement en 8 courses. François, Zarco, il devrait plutôt finir les courses que d'essayer d'aller vite, non ? Non, moi je pense que il cherche vraiment la sensation avec la moto. Donc aujourd'hui, on sait très bien que la moto, elle est mieux, mais elle est toujours pas aussi performante qu'on voudrait. Donc autant essayer de la pousser à sa quasi extrême limite pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ces limites-là pour pouvoir les repousser par la suite. Dans tous les cas, bon nombre de personnes sont d'accord, je pense, pour saluer la saison que Zarco fait avec Honda, et même ce qu'il fait, enfin depuis qu'il est arrivé avec Honda, c'est quand même assez beau. Donc quoi qu'il arrive, je pense qu'il faut continuer à pousser pour bien comprendre cette machine et continuer à bien la développer, plus que de se dire bon bah je reste sur mes roues et si je me fais dépasser ou si je joue le fond du classement, c'est pas si grave, de toute façon une moto moyenne. Donc autant tout donner, on verra bien. Thibaut, sur Zarco, t'as un petit mot à dire ? Alors je suis d'accord et pas d'accord avec toi, François. C'est vrai, là de toute façon il joue pas le championnat. Là, il était 5ème, donc autant pousser et essayer de faire la meilleure position possible, quitte à chuter, plutôt que terminer 10e ou 11e. Malgré tout, c'est quand même beaucoup d'abandons, que ce soit en course, beaucoup de chutes, même avec les essais. Je lisais, je crois qu'il a fait déjà 22 chutes cette saison. C'est quand même important. Et c'est vrai que à des moments, en fait, on sait pas ce qu'il y a de mieux. Est-ce que c'est de pousser, essayer de faire de son mieux, ou de se dire bon bah on va quand même prendre des points, quitte à terminer 10e, 8e, tant pis, mais au moins on prend des points, on fait tourner un peu le compteur, et c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir voir sur une course entière comment la moto se comporte, parce qu'aujourd'hui là il a quand même eu 5 abandons sur les 8 dernières courses. C'est dommage parce qu'on sait qu'il peut faire quand même des performances correctes.
Ouais. Attention tout de même, hein, tu disais 22 chutes depuis le début de la saison. Une seule chute, une grosse blessure, ça peut mettre un terme à une saison. Donc, C'est ça. c'est que, voilà, trop tenter le diable. Bon, après Marini a eu aucune chute. Marini a fait aucune chute en MotoGP. Il en a fait une seule à Suzuka et il a eu très mal. Donc, comme tu dis, ça peut être une chute, peut te bousiller ta saison. Les 3 autres pilotes en piste ce week-end, donc on les a pas Mir, assez anonyme, Chantra pas vu et Alex pas mieux. Je sais pas si vous avez un mot sur ces 3 pilotes. Non. Non, bah Mir, c'est toujours miraculeux qu'il soit là, quoi. Non, t'es dur. Non, c'est très très irrégulier. Mir a été très très irrégulier et voilà, donc c'était pas un week-end pour lui. On verra la prochaine course. Chantra, bon bah, et Aleix, on peut passer à autre chose. Allez, on va parler de Yamaha rapidement. Beau week-end de Quartararo. Première ligne en qualif après être passé par la Q2, on le rappelle. 5e en course longue et un super podium, 2e place en sprint. Et il faut le noter, une bagarre avec Marc Marquez et Pedro Acosta assez spectaculaire en sprint. On était content de voir Quartararo à ce niveau ce week-end. Ouais, bah c'est sûr que c'est bien de le voir. De toute façon, c'est Quartararo comme on le connaît, hein. Quand il part en première ligne, on sait qu'il peut jouer alors peut-être pas la victoire, mais au moins le top 5. On sait qu'il peut se battre face à un Marquez. Lui, il va tenter. Lui, il a pas peur. Voilà, c'est bien. C'est quand même, enfin voilà, c'est bien pour le spectacle, pour Yamaha, pour Quartararo, de pouvoir se battre avec les leaders. Le podium en sprint, c'est très positif. 5e en course, honnêtement, j'ai eu très peur en début de course quand il s'est retrouvé 5e, 6e. Je me suis dit, là, il va terminer 10e comme c'est parti. Et au final, non, il a bien géré les pneus. Donc, c'est bien, en fait, c'est positif. Voilà, Yamaha, cette saison, c'est tellement difficile qu'en fait, quand on fait un top 5, eh ben, faut voir le positif, se dire que c'est bien. Et là, tout le week-end, ça s'est bien passé pour Quartararo. Il était bien le samedi matin, le samedi pendant les qualifs, le samedi après-midi, le dimanche. Donc non, vraiment un week-end positif. Et comme trop souvent cette saison, il n'y a que lui qui sauve un peu Yamaha. Je suis d'accord, François. Ouais, ça, moi c'est ce à quoi je pensais à l'instant, c'est que la Yamaha elle est tellement imprévisible en tout point, quoi. Genre il y a que Quartararo qui arrive à vraiment la faire surperformer, j'imagine, parce que derrière c'est dur, quoi. Et autant Honda on les voit progresser petit à petit et ça avance étape par étape, mais alors Yamaha c'est vraiment très complexe à décrypter comme progression, parce que ça peut jouer top 5 comme là, comme ça peut être dans les 4 dernières positions. Donc ouais, c'est assez étrange comme Ouais, développement. surtout quand on voyait Quartararo en difficulté comme Bagnaia en début de week-end, mais ils ont su inverser la tendance dès le samedi. Concernant les autres pilotes Yamaha, on peut noter Oliveira qui termine dans le top 10, qui double son total de points quasiment de cette saison, donc il se réveille une fois qu'il a perdu son contrat. Et Rins, pas de son, pas de lumière de ce côté-là. Jack Miller également, c'était plutôt invisible du côté des 3 autres pilotes Yamaha. Ouais, Rins, moi ça me fatigue aussi, c'est que il est pas là, quoi. On le voit pas, c'est plus performant, il est rongé par les blessures. Je vois pas pourquoi ils l'ont prolongé, ils l'avaient prolongé, mais bon, écoutez, on va faire avec la saison prochaine, mais je suis vraiment pas fan de la Formule 1 qui casse des contrats des pilotes à tout bout de champ. Ils font 2 courses, ils sont virés. Mais dans le cas de Rins, je pense sérieusement qu'il y avait mieux à faire que de le garder comme ça. Peut-être de lui dire on te paye, tu deviens pilote d'essai, j'en sais rien. Un peu à la Paul Espargaro, tu fais des wildcards. Ouais. Mais là, parce que déjà ils sont en retard sur le dev et ils perdent une place importante, je trouve. Il va pas assez vite pour mériter cette place aujourd'hui, quoi.
Oui, et puis en plus, il garde un Jack Miller qui a l'expérience pour développer la moto. Enfin, Jack Miller, c'est pas moins bon qu'un Rins, hein. Enfin, en termes de carrière, ils sont à peu près les mêmes. Enfin, Mm. en tout cas en MotoGP. Et, voilà, vous gardez un mec qui a de l'expérience, faites venir un jeune. Enfin, je sais pas, mais pour moi, c'est pas c'est plus une carte à jouer, quoi. C'est plus, il est plus dans le Bah, match, quoi. en plus, un Miller, on le voit quand même de temps en temps jouer, allez, la sixième, septième place, au moins au début de course. Après, bon, il dégringole. Que Rins, en fait, il est toujours 13e. Mm. Il est toujours 13e, il y a 2 chutes devant lui, hop, il termine Ouais. 11e. Et en fait, à toutes les courses, il termine entre la 10e et 13e place. Euh, En fait, il arrive pas à faire de top 10. Je Mm. sais même pas s'il a fait un top 10 dans la saison. Ouais, il en a fait un. Mais voilà, sinon, c'est vrai il y arrive plus. Allez, désolé de vous presser, mais on est vraiment à la bourre. KTM, grosse surprise du week-end. Moi, j'attendais personnellement les Aprilia sur le circuit de Catalunya, mais finalement, c'était les KTM qui étaient là. Bon, Vignales a eu un peu de mal, mais il est de retour de blessure. Les trois autres ont joué le podium en sprint en nous offrant une belle bagarre, je l'ai déjà dit, et également en course longue, Bastiani, Acosta était très fort avec un choix discutable d'Acosta, évidemment, sur son pneu arrière, et malheureusement, la chute de Binder. Rapidement, Thibaut, les 4 pilotes KTM, si tu as quelque chose à en tirer. Ouais, bah la course sprint, super sympa à regarder le trio qui se battait ensemble. Et puis pour la course, Bastianini, podium. De toute façon, Bastianini, il a depuis 3-4 courses, c'est un autre pilote. On retrouve le pilote qui était chez Ducati, le pilote qui se bat pour les top 5, lui qui avait du mal à marquer des points en début de saison. Là, c'est quand même assez incroyable. Et c'est bien, on va dire, de voir KTM revenir devant et ne pas compter que sur Acosta, sur le petit génie Acosta pour faire un top 5. Et ça te permet de voir aussi que la KTM est pas si mal. Parce on a eu Vignales aussi qui, avant sa blessure, a réussi quelquefois aussi à jouer un peu vers le top 5. Donc non, c'est vraiment bien pour KTM. Et pour moi, aujourd'hui, bah, derrière les Ducati, c'est quand même déjà, on savait, ils avaient le quatuor, un très beau quatuor, mais ils sont capables les 4 pilotes sont capables de jouer le top 5. Ouais, bah après, tu sais que ils attendaient Acosta pour sauver les meubles en début de saison, mais j'étais plutôt en train de dire que c'était Vignales qui avait sauvé les meubles en début de saison, puis Acosta, et là effectivement, Bassini et Ouais. Binder reviennent un peu d'entre les fonds de grille. Voilà, François, je sais pas si tu as un petit mot sur la victoire, enfin pas la victoire, ma langue a fourché, la 3e place de Bastiani en sprint ou autre chose de KTM. Eh ben, Bastianini, si tu nous écoutes, refais-nous quand tu veux des freinages en bout de ligne droite comme tu nous as fait sur Acosta, s'il te plaît. Ça régale. C'est vrai, une seule roue touchait le Ouais. sol. Ah ouais, c'était incroyable. En travers complet à la fin, c'est un bijou. On va se le passer en replay plusieurs fois celle-là. Ok, dernière marque, mais non des moindres, Aprilia. Week-end très difficile pour eux parce qu'il y a eu quasiment tous les pilotes qui ont fini par terre, à part peut-être Rolf Fernandez, mais on l'a pas vu, et Ogura qui a fini 6e position en course après une période plus difficile, donc c'est bien lui. Je sais pas si vous avez un mot à dire sur Aprilia, François. Non, pas grand-chose à dire. C'est vrai que c'est un peu décevant. Pas de chance pour comment il s'appelle, Bezzecchi. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu décevant par rapport au circuit. On les attendait quand même un peu plus présentes en haut du classement. Mais content pour Ayogura de le revoir un petit peu regrappiller des places comme ça et être à la bataille pendant les courses. Ça, c'est cool. Ouais, moi j'ai envie de dire, c'est comme un peu la déception de ce week-end. Surtout en fait l'équipe officielle. Jorge Martin, on l'attendait mieux, notamment après son week-end en Hongrie. Bon bah ça montre aussi que malgré tout, il doit pas non plus être à 100%. Bezzecchi, bon week-end à oublier, 2 chutes en 2 courses. Il y peut rien pour la sprint, mais pour la course, bon après il chute. Voilà, c'est à oublier. Comme tu dis, Fernandez, anonyme. Et puis il y a Ogura qui fait comme une belle course, termine 6e, et notamment sur la fin de course, on l'a pas mal vu à l'écran, et il faut rester là-dessus pour lui. Et pour Aprilia, on va dire c'est la performance à retenir pour Aprilia, et surtout pour Ogura qui a quand même avait eu un peu plus de mal, qui avait fait un très bon début de saison, et qui là avait eu un peu plus de mal ces dernières courses.
Eh ben merci à vous deux. Je pense qu'on a fait le tour des pilotes et des équipes du plateau. On peut conclure là. On se retrouve dès ce dimanche 14 septembre en Italie, à Misano, pour le dernier Grand Prix avant la tournée Asie-Pacifique, donc le Grand Prix de Saint-Marin. Vous pouvez nous retrouver d'ici là sur les réseaux sociaux, vous savez, les Discord, les Twitter, tout ce que vous voulez. C'était un plaisir de vous avoir pour ce numéro un peu spécial pour le 200e, Thibaut et François. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. À bientôt, salut. Ciao.